Au nom du comité du Cercle des dirigeants d'entreprise, j'ai le grand bonheur de vous souhaiter la très cordiale bienvenue à ce face à face. Et c'est la présidente de Genève Aéroport, elle-même en personne, que je remercie vraiment très, très chaleureusement parce que vous imaginez l'agenda qu'elle a, d'être là. Je lui ai promis qu'on se quittait à 19h30 précise. Euh, Corinne Moinard, d'abord, très brièvement, rappelez-nous qui vous êtes, quelle est votre fonction. Et ensuite, il paraît que Genève Aéroport serait dans la tempête. Vous allez nous expliquer ça pour introduire le sujet, pour ensuite laisser la foule déchaînée vous poser des questions. Mais auparavant, j'aimerais que vous ouvriez vos micros pour un très, très chaleureux applaudissement pour Corinne Moinard, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À toi l'antenne. À vous l'antenne. Donc Enza, alors merci beaucoup Enza de m'accueillir au sein de ce cercle de dirigeants d'entreprise. Alors oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Corinne Moinard, je préside le conseil d'administration de Genève Aéroport depuis le 1er janvier 2015. Auparavant, j'ai fait une carrière principalement à Migros. Je suis restée plus de 36 ans à Migros, mais avec des fonctions extrêmement différentes puisque j'ai été 26 ans dans le domaine culturel. J'ai organisé des concerts, des pièces de théâtre, des humoristes, enfin, toutes sortes de choses passionnantes. Ensuite, je suis allée diriger le centre commercial de Balexer avant de rejoindre la direction générale de Migros Genève où j'ai dirigé le département construction, immobilier et centres commerciaux. Et je suis arrivée ici à Genève Aéroport. Voilà, ça c'est en bref ce que j'ai fait. À Migros, j'ai encore parallèlement à la culture dirigé aussi le signal de bougie pour ceux qui connaissent. Donc voilà, alors oui, une tempête qui dure, puisque ça fait maintenant, il y a plus d'un an. Je vais vous passer une présentation. Alors, j'ai juste besoin une petite seconde. J'arrive pas à remettre. Ça me refait le même truc que tout à l'heure. Voilà, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Ouais. Alors, il y a un peu plus d'un an, c'était exactement le 28 février 2020, devant 500 invités, je crois qu'il y en a quelques-uns qui étaient là, je lançais les festivités du 100e anniversaire de Genève Aéroport, mais au même moment, Alain Berset annonçait, dans la stupeur générale, la décision du Conseil fédéral d'interdire les manifestations de plus de 1000 personnes. Et nous ne le savions pas à l'époque, ce n'était qu'un début. La suite, vous la connaissez, et je vais vous livrer aujourd'hui un éclairage très aéronautique de la pandémie et de ses conséquences pour nous ici à Genève Aéroport. Pour nous, cette hécatombe mondiale a été et est encore, hélas, vivement ressentie. La Covid déploie des effets dévastateurs pour tous les acteurs du monde aérien et en particulier pour tous les aéroports. À mi-mars, lorsque le confinement a été décrété, vous l'avez entendu et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, notre aéroport s'est retrouvé au cœur d'une tempête médiatique en raison de milliers de touristes qui, chassés des stations de ski suisses et françaises, qui avaient soudainement fermé leurs portes, ont envahi l'aéroport parce que légitimement, ils souhaitaient rentrer chez eux. Et puis, il y a encore tous ceux qui étaient en train d'arriver, qui ignoraient que les stations de ski étaient fermées, qui étaient encore à l'aéroport avec un nombre de bagages incroyable, comme vous pouvez imaginer. Devant un tel afflux, il était évidemment physiquement impossible de garantir les distances sociales et on a même eu droit au procureur qui a débarqué à l'aéroport avec moult caméras afin de tenter de sévir. Ensuite, vous l'avez vu aussi, la vindicte médiatique s'est encore abattue sur nous, nous accusant de ne pas être capables
d'assurer la prise de température des passagers ou bien encore plus récemment de ne pas proposer des tests PCR ou antigéniques. Et moi, j'aimerais vous dire que ces critiques, elles démontrent là que finalement, très rares sont ceux qui connaissent et qui comprennent réellement comment fonctionne notre aéroport. Car nous, on ne peut pas prendre ce genre d'initiative. On ne peut pas décider un jour que nous allons tester tous les passagers ou que nous allons prendre la température de tous les passagers. C'est impossible de faire ça. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous devons suivre les directives de l'OFSP et c'est très exactement ce que nous avons fait pendant tout le début de cette pandémie et que nous faisons encore. Alors, on a vu, évidemment, en 2020, le trafic aérien totalement s'effondrer. On a dû adopter dans l'urgence, puis avec l'aide d'une boule de cristal, il faut bien le dire, de nombreuses décisions pour préserver la capacité d'agir de notre aéroport. Et puis, nous ne sommes malheureusement pas encore dans le monde d'après, nous sommes encore en plein dedans, mais d'ores et déjà, de nombreuses questions, vous l'imaginez, se posent pour l'avenir. L'an dernier, nous avons étudié jour après jour l'évolution du trafic au fur et à mesure que la pandémie progressait. Nos finances se sont détériorées. Il a fallu réduire la voilure tout en assurant la continuité de nos opérations puisque, selon notre concession fédérale, nous avons l'obligation de laisser notre aéroport ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Notre aéroport, qui était une véritable machine à cash, qui générait plus de 80 millions de bénéfices annuels depuis 10 ans, s'était grippé. Et puis, pourtant, tout avait bien démarré. Durant les premiers mois de l'année 2020, l'aéroport avait enregistré une croissance de 4,5% du nombre de passagers par rapport à 2019, grâce à une saison touristique prometteuse. Puis, avec la décision du premier semi-confinement à mi-mars, notre activité a drastiquement chuté pour devenir quasi inexistante au niveau des passagers. Certains équipements ont été mis à l'arrêt, les effectifs et les activités ont été concentrés sur des points névralgiques. Et puis, notre aéroport a été plongé dans une sorte d'hibernation. Comme vous pouvez le voir, en juin, à l'ouverture des frontières, l'activité a redémarré un peu, nos espoirs de nous voir sortis de la crise avec, et le trafic passager a progressé à un bon rythme jusqu'à à peu près mi-août. Malheureusement, les mesures de quarantaine décidées par certains gouvernements, notamment l'Espagne et le Royaume-Uni, sont venues perturber cette reprise et puis, il faut le dire, doucher nos espoirs. La deuxième vague a entraîné une nouvelle chute du trafic à l'automne, qui s'est un tout petit peu redressée pour les fêtes de fin d'année, avant de sombrer avec le variant anglais. Pour rappel, Londres est notre première destination, donc lorsque le variant anglais est arrivé, ça a eu des conséquences assez énormes sur le trafic. Résultat pour 2020, une baisse de passagers de 69% par rapport à 2029, ce qui signifie 5,6 millions de passagers à la place de 17,9 en 2019. Et puis, cet effondrement du trafic, eh bien, ma foi, il se poursuit en 2021. Depuis 2021, les mesures prises par les autorités ont à nouveau, comme vous le voyez, un effet dévastateur sur le monde aérien, puisque notre trafic, il oscille désormais en deçà de 10% et qu'il y a eu juste une légère amélioration du trafic durant les vacances de Pâques. Et puis, nous verrons ce que l'été nous réserve avec les tests et les vaccins. Comparé à 2019, nos revenus 2020 ont chuté de 60%, ce qui veut dire qu'ils ont passé de 494 millions en 2019 à 191 millions
en 2020. Vous le voyez, notre aéroport vit presque exclusivement des recettes générées par les passagers, puisqu'elles représentent plus de 85% de nos ressources. Et à la différence de très grands aéroports, on ne peut pas diversifier nos activités, donc nos revenus. Donc, le résultat de l'opération pour 2020, 129,5 millions de pertes. Alors, bien sûr, on a dû réagir très vite et puis revoir nos charges d'exploitation à la baisse pour réduire au maximum la perte prévue en 2020. Et puis, il faut l'avouer, prendre des décisions pas très populaires. On a dû prendre passablement de décisions. Nous sommes un établissement public, tout est lourd et compliqué, vous pouvez l'imaginer. Ce sont des décisions qui ont nécessité beaucoup de discussions avec la commission du personnel, avec les syndicats, et puis beaucoup de coordination, bien sûr, entre le conseil d'administration, la direction générale et d'information au Conseil d'État, bien évidemment. Alors, ces mesures ont produit des effets financiers, évidemment, puisque nous sommes parvenus à réduire nos coûts et que nous avons pu non seulement réduire nos coûts, mais réduire surtout nos investissements. On a reporté nos investissements, certains de nos investissements, supprimé ou déplacé certains investissements. Et puis, il fallait relever des défis sociaux aussi. Aujourd'hui, on n'a pas encore prévu de plan social. Le statut du personnel de droit public a pour conséquence de transformer les coûts de personnel en coûts quasiment fixes en raison de la durée et de l'impact financier d'un licenciement collectif. Pour vous donner un exemple, si nous devions procéder à un licenciement collectif, en moyenne, nous devrions payer au minimum 18 mois de salaire aux collaborateurs. Ça vous montre à quel point c'est compliqué d'être agile dans une crise comme celle que nous vivons. Nos capacités à nous adapter à une crise comme celle-là en matière de réduction de masse salariale sont vraiment très, très limitées. Par ailleurs, on doit évidemment aussi intégrer dans l'analyse d'un plan social le fait de la perte d'expérience et de connaissances aéroportuaires. Et puis, on doit vraiment tenir compte de tous ces paramètres. Aujourd'hui, bien malin celui qui pourrait dire dans combien de mois la reprise va se faire. Et le problème, c'est que si tout d'un coup, on paye 18 mois de salaire aux gens qu'on licencierait, si la reprise arrivait avant 18 mois, on se retrouverait probablement à devoir payer à double certains salaires. Donc, c'est effectivement très compliqué. Donc, après la COVID, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, évidemment, on espère un retour rapide aux résultats 2019. Et puis, on espère éviter des décisions politiques inopportunes pour l'aéroport. Alors, l'objectif d'un retour aux résultats 2019, qu'est-ce que c'était l'aéroport en fait en 2019? En 2019, c'était une infrastructure qui reliait Genève et sa région à près de 150 destinations dans le monde grâce à 57 compagnies aériennes de ligne qui accueillaient près de 18 millions de passagers par an, je l'ai dit tout à l'heure, et qui généraient 494 millions de chiffre d'affaires. C'est une plateforme qui regroupe plus de 200 sociétés, qui génère environ 10 000 emplois, et puis qui produit environ 4,1 milliards pour la région. C'est dire à quel point notre aéroport est important. La plupart des analystes s'accordent aujourd'hui pour dire que nous pourrions retrouver ces résultats d'ici 3 ans. Mais une chose est sûre, c'est que nous pensons que la reprise sera vive
Nous pensons par exemple à la Chine qui a déjà renoué avec les résultats de 2019 pour son trafic intérieur, mais à ce stade, en tout cas, il est impossible de prévoir la date du redécollage. En tout cas, ce qui est certain, c'est que notre retour à une situation, en guillemets, normale, parce que je pense qu'elle ne sera plus jamais comme aujourd'hui, dépendra évidemment du contexte politique. Comme à Zurich, nos opposants militent pour une fermeture de l'aéroport à 22 ou 23 heures, ce qui serait vraiment catastrophique pour notre région, son économie, ses emplois, sa diplomatie, parce que c'est très important d'avoir une connectivité comme nous avons aujourd'hui pour la Genève internationale, parce que ces mesures nous feraient perdre 30% des vols. Et puis, il faut être conscient qu'avec l'initiative pour un pilotage démocratique de l'aéroport en novembre 2019, eh bien, nos opposants ont obtenu une victoire d'étape. Par ailleurs, les débats actuels font craindre une augmentation de la taxation qui porterait potentiellement la taxe passager de Genève de 24,50 jusqu'à 144 francs 50 selon la distance. Et puis, vous le savez, nous voterons sur ce sujet. C'est la loi CO2 au mois de juin prochain à la suite du référendum de l'UDC. Et puis, j'aimerais préciser que tous les acteurs de la plateforme, dont Genève Aéroport, s'endettent massivement pour contrer les effets de la pandémie et que, dans le même temps, de nouveaux lobbies très bien organisés agissent chaque jour pour diaboliser le secteur aérien. Greta, je pense, n'est qu'une expression de ce mouvement, alors très visible, mais qui ne représente que la pointe de l'iceberg. Un exemple, le 14 janvier dernier, les Verts ont exigé que des plans de reconversion professionnelle soient proposés au personnel de l'aéroport. Ça a été répété d'ailleurs plusieurs fois dans les campagnes pour le Conseil d'État. Et soit proposé au personnel de l'aéroport pour aller nettoyer les trains. La tribune de Genève en a fait état en février dernier. Et dans le cadre de l'objectif neutralité carbone, le Conseil d'État a commandé une étude pour savoir ce que signifie concrètement être neutre en carbone au Centre interdisciplinaire de durabilité de l'Université de Lausanne. Et dans l'un des scénarios de cette étude, il est même évoqué la fermeture de l'aéroport de Genève au profit de celui de Zurich. Aussi, moi j'aimerais dire, en guise de conclusion, je vais oser quelques pistes pour l'avenir, mais mon intention n'est bien sûr pas de vouloir remettre en cause nos bases légales qui fonctionnent finalement relativement bien, mais je pense qu'il n'est pas interdit de réfléchir, il est même opportun, j'imagine, de réfléchir et se demander si un conseil d'administration de 20 membres imposé par la LOIDP répond aux règles de bonne gouvernance des instances de surveillance, si Genève Aéroport ne devrait pas davantage concerner les cantons de Suisse occidentale, puis en particulier le canton de Vaud, puisque les Vaudois sont les principaux utilisateurs de cet aéroport. Si le PSIA, qui est le plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique, qui est un document de coordination avec la Confédération, permettra au canton de mieux se coordonner avec la Confédération. Et enfin, si, alors qu'une écrasante majorité d'aéroports européens se privatisent, notre modèle public est le plus adapté. Alors, je n'ai évidemment pas les réponses à ces questions aujourd'hui, mais ce sont des réflexions qui me semblent intéressantes. Voilà rapidement la description de ce que nous vivons et ce que nous faisons pour pallier cette pandémie et rester prêts à la reprise lorsqu'elle se produira. Merci beaucoup, Madame la Présidente de Genève Aéroport. Je vous demande d'ouvrir vos micros pour un remerciement pour Corinne Moana et son début de conférence. Merci beaucoup, Corinne, c'était clair. Je me permets de rappeler que vous pouvez voir et revoir, grâce à l'enregistrement, également ces graphiques tout à fait intéressants sur la chaîne YouTube du Cercle des dirigeants d'entreprise. Alors, j'aimerais en fait assez vite donner
à Anne Hornung-Soukup, présidente des TPG, la parole parce qu'il me semble que vous avez mis en place déjà quelque chose entre vous. Anne. Oui, on a commencé il y a quelques années à se voir entre présidents et présidentes des entités publiques. C'était très utile pour moi, surtout au début, parce que j'étais vraiment toute neuve dans le monde de la présidence des entités publiques. Mais en tout cas, je peux dire que Corinne Moina m'a beaucoup aidé ces dernières années pour gérer certaines situations qui sont difficiles et qui sont en fait comparables quelque part. C'est des sujets de gouvernance, de gestion de crise ou de certaines situations. Et vraiment, ça m'a beaucoup servi. Donc ça, j'apprécie beaucoup l'aide de Corinne Moina dans cette initiative. On se voit maintenant par écran, mais on se voit tous les 4 mois à peu près. Et puis, on discute vraiment tout ce qui se passe du côté politique, du côté économique et puis surtout le côté gouvernance de l'affaire. Donc, on ne s'est pas vu depuis quelques mois maintenant. On essaie de chercher une date, mais je compatis avec les difficultés de Corinne, du conseil et de toute la direction de l'aéroport. C'est vraiment une situation très difficile. Et vous voulez nous parler peut-être de ce que vous avez mis en place en ce moment? Vous avez quelque chose entre les TPG et l'aéroport? Ensemble, oui, parce que, bon, Corinne, tu me corrigeras, hein, mais donc il y a des conducteurs de véhicules sur le tarmac de l'aéroport qui étaient en trop, parce que vraiment il y a très peu d'activité, comme vous avez vu dans les chiffres, et les TPG font des extensions de lignes maintenant et continuent avec une extension, même si notre fréquentation est aussi plus basse qu'avant Covid. Mais en tout cas, donc on a emprunté des conducteurs de l'aéroport pour travailler sur le réseau des TPG. Et ça aussi, on trouve que c'est vraiment une bonne coopération entre les deux entités. Merci beaucoup, Anne. Corinne, par rapport à ça, recherche de solutions, évidemment. Alors, par rapport à ça, on se rend compte que vraiment tout est très compliqué quand on fait partie d'un établissement public parce que ça a été. Moi, je suis très heureuse de ces solutions. Et puis, c'est vrai que j'avais entendu des politiques qui disaient je ne comprends pas, dans les secteurs où il y a moins d'activité, on pourrait prêter à d'autres secteurs qui ont besoin de personnes. Mais tout est tellement difficile parce que les statuts ne sont pas les mêmes, même si on est des entités publiques, tous les statuts ne sont pas les mêmes, tous les règlements ne sont pas les mêmes, toutes les conditions ne sont pas les mêmes. Et puis on a des syndicats qui sont très, très vigilants. Donc c'est excessivement difficile de pouvoir faire ce qu'on estime être du bon sens. Et je dois dire, moi j'ai beaucoup de frustration à ce niveau-là. C'est comme de pouvoir être agile, de pouvoir être dynamique, de pouvoir anticiper, de pouvoir agir. C'est très compliqué dans des établissements publics qui sont légiférés et qui ont des statuts aussi rigides que les nôtres. Alors, lorsque j'étais arrivée à Genève Aéroport, je m'étais tout de suite attaquée à la révision des statuts, mais il faut bien se dire que pour chaque article de statut, une négociation doit être faite avec la commission du personnel. Et chez nous, la commission du personnel a décidé de se faire représenter par un syndicat, enfin d'être accompagnée par un syndicat. Donc, chaque fois que vous voulez modifier 3 lignes, vous devez demander l'aval du syndicat. Et chaque fois que, évidemment, on essaye d'assouplir un peu ces choses-là, on doit donner quelque chose en échange. Donc, j'espère que cette pandémie fera réagir et fera comprendre certaines personnes qu'on a besoin de pouvoir être plus agile et plus réactif parce que c'est un porte-avions qui est effectivement très lourd à gouverner. Merci beaucoup. Alors, Magali Orsini, qui a siégé dans ton conseil, est-ce que peut-être j'aimerais lui donner la parole par rapport au dire de Corinne? Est-ce qu'il faut un peu quand même bousculer tout ça? Oui, alors, ma chère Corinne, c'est très bien que je ne suis pas pour la privatisation de l'aéroport, donc un aéroport, bien entendu. Autant je comprends très bien que cette complication des statuts différents, au contraire, je trouve qu'il devrait y avoir une unification des statuts de façon à ce qu'on puisse échanger du personnel plus facilement. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est quand même des infrastructures qui ont été financées par les contribuables. Et moi, ça me ferait personnellement mal au cœur de voir privatiser l'aéroport de Genève. J'espère qu'il va s'en tirer différemment.
je pense que je pose une question peut-être un peu technique et secondaire, à savoir, bon, on est dans une période de perte. Normalement, on versait la moitié du bénéfice à l'État de Genève qui est l'actionnaire. Je suppose qu'on va commencer par colmater les pertes avant de verser les premiers bénéfices à l'État de Genève, par exemple. Parce que c'est quand même toujours intéressant d'avoir un actionnaire solide qui est là malgré tout pour les mauvais moments aussi. Hein. Alors, Corinne? on est bien d'accord avec ça. D'ailleurs, on a écrit au Conseil d'État pour faire cette demande. Et puis, aujourd'hui, c'est compliqué pour eux de s'engager parce que notre convention ça fait partie de la convention d'objectifs que nous avons entre le Conseil d'État et Genève Aéroport. Et cette convention d'objectifs, elle va jusqu'en 2023. Alors, ils pensent qu'on ne va pas faire de bénéfices d'ici 2023. Je pense qu'ils ont raison. Donc, ils ne veulent pas s'engager pour au-delà de 2023 puisqu'ils ne savent pas si ce sera les mêmes personnes au Conseil d'État. Mais évidemment, c'est une lettre qu'on a écrite, nous, Conseil d'administration, pour demander que le versement de ce 50% du bénéfice soit suspendu. Donc, la prochaine législature devra de nouveau écrire au Conseil d'État nouveau pour faire cette demande. Merci beaucoup. Philippe Rubaud, grand spécialiste évidemment du tourisme, qui doit avoir le cœur qui saigne de toute cette situation. Cher Philippe, au niveau tourisme, évidemment, d'affaires, monde international, sans l'aéroport, on n'existe plus à Genève. Sans l'aéroport, Genève est à poil et démunie et n'existe plus sur la carte du monde. Ça, c'est pour moi une évidence, mais ça ne l'est pas pour tout le monde, tant s'en faut. Je serais très heureux d'ailleurs d'embarquer lundi pour une destination lointaine au départ de l'aéroport de Genève via Zurich, et je suis très content de cela parce que symboliquement, pour moi, ça me fait énormément de bien, moi qui n'ai pas remis les pieds dans un avion depuis plus d'une année, d'utiliser de nouveau les excellents services et infrastructures de l'aéroport international de Genève-Pointrin. Moi, je voulais vous poser une question, Madame la Présidente. Les crises sont souvent des révélateurs et, au-delà des menaces, parfois des opportunités. Quelles sont les opportunités que vous avez pu, si vous avez pu en déceler, dans cette crise du point de vue du fonctionnement de votre infrastructure, que ce soit les process, l'organisation, la gouvernance? Est-ce que vous avez saisi ou est-ce que vous avez voulu saisir, vous avez pu saisir des opportunités également de formation ou de reformation de certains de vos collaborateurs? Et puis, accessoirement, est-ce que pour mémoire, vous pourriez nous dire quelles étaient avant le Covid les 5 top destinations au départ de Genève, de l'aéroport international de Genève-Pointrin? Et enfin, quelle est la meilleure façon de vous soutenir et de soutenir cette infrastructure qui nous tient à cœur? Alors, au niveau, alors il y a beaucoup de questions finalement dans vos questions. Alors, au niveau de la gouvernance, alors pour nous, c'est clair qu'au niveau de la gouvernance, on n'a pas vu venir, comme tout le monde, hein, cette pandémie. On a réagi le plus rapidement possible. J'ai déjà demandé un audit sur la façon dont nous avons, j'ai demandé un audit à notre audit interne sur la façon dont nous avons géré cette crise. On s'est beaucoup inspiré du Swiss Board Forum qui avait écrit des principes de tout ce que devrait faire un conseil d'administration pendant la crise. Et on s'est beaucoup inspiré de ça. Et j'ai demandé à notre auditeur interne de voir est-ce qu'on avait répondu correctement à la crise, si on avait agi comme il le fallait. Donc, nous, au niveau du conseil d'administration, il s'est trouvé qu'on a eu un audit avec de bons résultats positifs, mais évidemment qu'on a des enseignements à tirer et évidemment que nous allons tout faire pour gagner en efficience et peut-être en rapidité. Ce qui est extrêmement difficile dans ces crises-là, c'est de rester en retrait. Le conseil d'administration doit absolument rester en retrait. Il n'y a qu'un capitaine dans la crise, c'est le directeur de l'établissement. Et évidemment que chaque administrateur a envie de
de s'impliquer d'apporter sa petite pierre à l'édifice, mais il faut savoir lâcher prise, il faut savoir lâcher prise, mais quand même soutenir, être toujours là pour soutenir les décisions de la direction. Et ça a été parfois un message difficile à faire passer, mais je pense qu'on a fait juste. Et quand on est 20 personnes dans un conseil d'administration, c'est encore plus difficile quand on ne peut pas se voir et qu'on fait les choses par Zoom. Je vous laisse imaginer la difficulté, mais bon, voilà, moi, on m'avait pas dit que c'était comme ça le métier de présidente de l'aéroport, hein, quand on m'a engagée. Je dois dire que j'ai appris énormément de choses. On s'est beaucoup enrichi avec cette crise. Maintenant, au niveau efficience, au niveau de la direction, chaque direction a dû, pour chacune, pour son département, regarder vraiment quels étaient les besoins. Mais vous savez qu'on ne peut pas se séparer de plus de 5% du personnel sans faire un plan social. Donc là, c'est aussi très, très, très compliqué. Mais ça a au moins poussé les gens à faire une vraie analyse en se disant, peut-être, au lieu de s'occuper toujours de la personne qui est en place, quelle est la structure dont nous avons besoin avant de mettre les noms dedans. Donc, je pense que ça, ce sera bénéfique pour la suite de l'aéroport. Maintenant, au niveau des top 5, c'est Londres, Paris, Porto, Lisbonne et Amsterdam. Voler. Et comment vous soutenir, c'était ma dernière question, et pardon, comment vous soutenir, quelle est la meilleure façon de vous soutenir, Alors, je Madame pense Brana? qu'il faut expliquer encore et toujours aux gens autour de vous. Je crois que les gens, ils n'ont pas compris, enfin tous n'ont pas compris à quel point, c'est ce que je disais au début, les gens ne comprennent pas toujours le fonctionnement de l'aéroport. Donc, les gens ne comprennent pas l'importance de l'aéroport pour Genève. C'est le poumon économique de Genève. Je ne crois pas qu'ils réalisent. Alors, ceux qui sont touchés maintenant, oui, ils réalisent, les chauffeurs de taxi, les hôtels, les restaurants, enfin, il y a un nombre incalculable de gens qui sont dans la détresse en ce moment. Je veux dire, on a 200 entreprises sur la plateforme. Les collaborateurs de ces 200 entreprises sont dans la détresse. Je vous donne un exemple pour Swissport. Swissport a dû, évidemment, puisqu'il n'y a plus de trafic, doit diminuer sa voilure. Qu'est-ce que fait Swissport? Swissport a diminué les salaires de ses collaborateurs. Pour être sûr d'agir correctement, que fait Swissport? Swissport est allé voir le CIRT, a présenté son plan, le CIRT a approuvé. Ensuite, il l'a appliqué. On a une montée au créneau des syndicats. Ces mêmes syndicats qui nous demandent de diminuer les horaires de l'aéroport, ces mêmes personnes qui nous demandent de diminuer, qui sont pour la décroissance, très clairement. Et ce sont quand même les mêmes qui viennent manifester sous nos fenêtres pour demander qu'on ne licencie personne. Je veux dire, on ne peut pas avoir tout et son contraire. Il faut expliquer aux gens que pour avoir une économie florissante, alors certes, je pense qu'on doit tous être beaucoup plus responsables. Ça, c'est une chose qui est certaine. Je pense qu'au niveau infrastructure aéronautique, on a été d'ailleurs primé. On est un bon aéroport qui faisons un maximum pour le développement durable à notre niveau. Donc, toutes les infrastructures, que ce soit avec Genilac, que ce soit avec les panneaux photovoltaïques, que ce soit avec nos bus qui sont électriques. Enfin, on fait tout ce que l'on peut en matière de tri. Et ça, il faut le dire et le redire. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent soit de l'Europe, soit du monde. Et il faut absolument expliquer l'implication de Genève Aéroport pour pas seulement Genève, mais toute la région. Il faut inlassablement le dire. Et aussi inlassablement dire que parfois, on nous dit, oui, mais si vous fermiez l'aéroport à 22 heures ou à 21 heures, si on faisait ça, le business plan de nos compagnies aériennes fonctionne avec un nombre de rotations donné. Genève, c'est un tout petit aéroport dans le monde. Si les compagnies ne peuvent plus gagner suffisamment d'argent, elles viendront tout simplement plus. Et on a besoin de cette connectivité pour la Genève internationale, ça c'est sûr. Et on en a besoin aussi pour notre business. Donc, il faut inlassablement répéter que non,
On ne sommes pas que des grands vilains, on apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois. Et puis, si on arrivait à faire réaliser le nombre de personnes qui sont dans la détresse, alors quand on nous dit qu'il suffit de les reconvertir ailleurs, je veux dire, c'est quand même un peu simpliste comme argument et comme prétexte pour dire qu'on pourrait se passer de l'aéroport. Vous parliez, Madame la Présidente, de cet impact évidemment pas positif, enfin très négatif pour les 200 commerces qui sont à l'interne. Les 200 sociétés, oui. Voilà, il me semble que nous avons le patron de Caviar House qui est là. On ne le voyait pas tout à l'heure. Est-ce qu'il est là, Monsieur Peter Rebez? Est-ce qu'il m'entend? Non, il est peut-être plus là, mais il y a Stéphanie Sad Hirschi qui est sa collaboratrice. Stéphanie, peut-être tu veux nous parler de cette détresse quand même d'entreprises liées à l'aéroport. Il faut mettre ton micro par contre. Stéphanie, ton micro. Voilà, bonsoir. Bonsoir Corinne. Bonsoir Stéphanie. Effectivement, Peter Rebez a quitté. Alors, j'ai plus la direction de la boutique aéroport. Effectivement, ça s'est passé aussi à cette période-là. Heureusement que j'ai eu une autre, on va dire, opportunité au sein du groupe. Mais disons que la concession, en tout cas de la boutique Caviar House, dans un premier temps, l'idée, c'était de resserrer les rangs et puis d'aider d'essayer quand même de garder un minimum d'activité au sein de l'aéroport pour quand même aussi maintenir une vie à l'aéroport. Et puis que les passagers qui venaient encore puissent soit se restaurer un minimum avec les mesures qui étaient celles, ou alors acheter un minimum de produits s'ils se rendaient dans la famille. Ou voilà. Mais c'était compliqué. On va dire sans rentabilité, c'est vraiment pour faire bonne figure, être lié à l'aéroport. Avec la boutique aussi, je préciserai, elle a quasi dès le départ en tant que première concession en fait à l'aéroport. Et donc, c'était un peu notre devoir aussi d'être là. Combien de collaborateurs sont sans emploi en ce moment? Alors, une 130 collaborateurs entre Genève et Zurich, qui sont essentiellement donc, pour CHAP, donc Caviar House Airport Premium, donc sur les deux villes. Et puis après, bon, je dirais qu'il y a une bonne partie de tous ces collaborateurs qui sont RHT maintenant, ça c'est sûr. À la boutique seulement, on avait 7 collaborateurs aussi, donc la boutique. Et effectivement, là, il y a 1 ou 2 personnes qui travaillent en rotation. Très compliqué, en effet. J'imagine. Corinne Moina, pour ces entreprises, vous faites des choses en plus? Bien sûr, bien sûr. Alors, bien sûr, on fait beaucoup de choses en plus, c'est-à-dire qu'au niveau des loyers, évidemment, on a fait des efforts, mais nous-mêmes, nous sommes en recherche d'argent. Hein. Alors, c'est compliqué, puisque nous, nos caisses, puisqu'on gagne, nos revenus sont produits par les passagers. Donc, quand on n'a plus de passagers, on n'a plus de revenus et on a toujours nos collaborateurs à payer. Donc, nous, on cherche aussi de l'argent, puisqu'il y a un projet de loi, ce n'est pas un secret, il y a un projet de loi qui a été déposé au Grand Conseil pour avoir un crédit de 200 millions. Et puis, il y a la Commission des finances en ce moment. Donc, bien sûr qu'on a fait ce qu'on pouvait pour nos partenaires, nos commerçants. Mais il faut bien dire que, alors, ils ont aussi le droit au cas d'urgence, des rigueurs, pardon. Mais c'est vrai que ça reste très compliqué pour eux, mais aussi bien pour eux que pour nous. Parce qu'on n'a pas de vision. Alors, c'est vrai que dans un monde idéal, on doit dire aux gens, dans 15 jours avant, vous travaillerez de telle heure à telle heure, tel jour, etc. Maintenant, on n'arrive plus. Je veux dire, d'un jour à l'autre, tout d'un coup, un pays ferme ses frontières, ou alors il faut faire une quarantaine, donc les vols, ils fluctuent au fur et à mesure des mesures sanitaires qui sont édictées par les différents gouvernements. Donc, c'est extrêmement compliqué pour tout le monde. Vraiment, c'est très, très compliqué. Je dois dire que quand on est à l'aéroport, là, moi, je jette un petit œil par ma fenêtre et je vois tous ces avions au sol.
c'est triste, c'est glauque. Juste pour bien cadrer l'histoire, pour qu'on comprenne, catastrophe absolue, l'aéroport de Genève doit fermer. Ça représente combien d'emplois 10 000. directs? 10 000. 10 000. Et 34 000 indirects. Voilà, voilà. Philippe Meyer, alors s'il y a un passionné de l'aéronautique, il est là. Merci Enza, je te remercie d'avoir organisé ce dialogue avec la présidente parce que c'est un sujet évidemment passionnant. Alors ma question est la suivante. On a beaucoup parlé des objectifs de développement qualitatif de l'aéroport, ce qui revient à développer des vols long courriers qui sont les vols demandés par la Genève internationale. Et est-ce que cette stratégie-là n'est pas remise en cause par la loi sur le CO2 sur laquelle on va voter en juin, puisque dans cette loi, il y a une taxe sur les billets d'avion, qui est une taxe 10 fois plus élevée que celle de nos voisins, il faut le souligner, et que donc une famille qui veut se rendre à New York, par exemple, prenons ce vol, le fameux vol Genève-New York, devra payer 400 francs de plus que si elle fait un transit par Londres, par exemple. Donc, est-ce que là, on ne se tire pas une balle dans le pied, non seulement en termes économiques, mais également en termes environnementaux, puisque au lieu de faire un vol Genève-New York, elle ferait un vol Genève-Londres, puis Londres-New York. Est-ce que, chère Corinne, il n'y a pas là un danger pour le développement qualitatif de l'aéroport et indirectement pour la Genève internationale? Alors, à ce stade, je n'ai pas entendu, c'est clair que ça peut être une crainte. La crainte, c'est aussi que les gens aillent à Lyon, hein. C'est pas très loin et puis ils prennent la route parce qu'il n'y a pas de transport public qui sont très, très efficaces pour aller à Lyon, à l'aéroport de Lyon. Bien sûr que c'est une crainte. Mais à ce jour, de toute façon, je n'ai pas entendu dire que pour l'instant, des lignes qualitatives, c'est ce que nous voulons. Effectivement, nous souhaitons développer les lignes les longs courriers plutôt que le court courrier. J'ai pour l'instant rien entendu de tel, pas entendu de crainte. D'abord, on aimerait que ça reparte. Mais on aimerait déjà que les lignes que nous avons repartent. Mais c'est une crainte, bien sûr. Moi, je connais beaucoup de familles qui me sont proches, que tu connais aussi, et qui n'hésiteront pas à aller à Lyon, prendre l'avion pour aller en vacances, bien sûr. Déjà, aujourd'hui, passablement de lignes sont moins chères. On les rendra encore plus attractives avec cette taxe. Merci. Ou pas, si on la refuse. Ou pas, ça dépendra de la votation. Merci beaucoup. Jérôme Favoulet, voilà, coach notamment d'entrepreneurs. Est-ce que dans un secteur comme le tien, tu ressens le manque d'activité dû à l'aéroport? C'est toujours un peu délicat de trouver les sources d'une baisse de chiffre d'affaires dans une entreprise. Il y a l'explication des dirigeants et puis il y a la réalité. Et je n'arriverai pas à chiffrer aujourd'hui ce que représente la baisse d'activité de l'aéroport dans le chiffre d'affaires. Parce qu'il y a des entreprises exportatrices qui fonctionnent beaucoup mieux et qui font des résultats extraordinaires en 2020 et en 2021. Donc, c'est assez perturbant et c'est très inégal au niveau des répartitions. Maintenant, moi, j'aurais une question qui m'est un petit peu soufflée par Madame Hornung-Soukup et son fond d'écran. Si on parle d'innovation, est-ce qu'il est utopiste d'imaginer que certaines compagnies développent des moyens de transport moins polluants et plus en accord avec une frange de la population et que Genève pourrait attirer ces compagnies et devenir une forme de hub mondial du transport peu polluant? Alors, clairement, les compagnies, elles cherchent toutes à devenir moins polluantes et moins consommatrices de kérosène parce que ça leur coûtera moins cher, parce qu'elles pollueront moins. Il faut savoir qu'EasyJet, qui est très décrié, est déjà très en avance sur des vols électriques. Donc, évidemment que même quand une compagnie a de nouveaux avions, on essaye de tout faire pour attirer cette compagnie avec ses nouveaux avions.
Alors, on n'y parvient pas toujours, mais on met tout en œuvre pour qu'une compagnie nous mette à disposition ces nouveaux avions. Alors, au niveau des taxes, déjà, les choses sont différentes. On taxe davantage les avions plus polluants et plus bruyants. Et puis, évidemment que chaque fois que l'on peut, on essaye d'attirer les flottes qui sont les moins polluantes et les moins bruyantes. Alors, on demande toujours aux compagnies de nous mettre à disposition ces avions-là. Mais, je répète, aujourd'hui, les constructeurs d'avions, les compagnies aériennes, tout le monde, absolument tout le monde a intérêt à aller de l'avant pour créer des avions moins polluants, moins bruyants. Et j'ai bon espoir que ça arrive dans un avenir pas si lointain que ça. Aujourd'hui, si vous vous souvenez du bruit des caravelles, puis que vous preniez les bombardiers, il y a quand même une sacrée différence. Ça continue. Ça continue. Et nous voyons dans la flotte que nous avons, c'est les avions de catégorie 5 qui sont les moins bruyants, les moins polluants, et on en a de plus en plus. Parce qu'on n'a pas trop de fret, d'avions de fret à l'aéroport. Alors, le fret, oui, on en a des avions qui font uniquement du fret. D'ailleurs, on a des avions de ligne qui se sont transformés pour faire que du fret, puisqu'il n'y avait pas de passagers. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, quand vous allez dans un avion, que vous grimpez dans un avion, la compagnie se finance principalement avec le fret qui est dans les soutes, pas avec votre billet d'avion. Donc, c'est très, très, très important que le fret continue. Le fret a une assez bonne résistance, mais pourquoi? Et heureusement qu'on avait notre aéroport ouvert, parce qu'il a pu acheminer du matériel médical. Vous l'avez vu dans les journaux, on a fait venir des masques, on a fait venir du matériel, on a fait venir… C'est important d'avoir un aéroport qui puisse amener tous les médicaments et tout ce dont on a besoin au niveau médical, mais pas seulement. On a aussi besoin d'exporter, vous le savez, on est de gros exportateurs. Donc, c'est extrêmement important d'avoir un aéroport qui puisse exporter les biens de la Suisse. Merci beaucoup. Je vais donner encore la parole à quelques membres du cercle. Éric Orcel, évidemment, quand on est un peu sur une zone transfrontalière, est-ce qu'on sent aussi, sur la crise en général, mais qu'est-ce qui se passe un peu de l'autre côté par rapport à tout ça? Il faut mettre ton micro, Éric. Ça va, c'est toujours pas bon. Il faut appuyer sur le petit micro en bas, activer le son. Ça ne marche pas. Bon, pendant que tu le cherches, peut-être Fabien Révalo, un peu la même question pour Jérôme. Finalement, tu as une entreprise, tu n'es pas tout seul, mais enfin, est-ce que le fait que l'aéroport n'aille pas bien, tu le ressens? Alors, je le ressens indirectement, je dirais, sur l'état d'esprit des gens, et puis sur le mien sûrement aussi, c'est qu'on n'arrive plus à s'échapper temporairement, ne serait-ce qu'un week-end ou une semaine ou autre. Et je sens fortement même si certains secteurs d'activité s'en sortent très bien, là, le moral qui baisse, j'allais dire, depuis hier quand même, j'ai jamais reçu autant d'invitations à des terrasses, donc il faut que je gère surtout cet agenda-là. Donc il y a quand même une petite reprise, mais on sent sur le moral des gens, oui, effectivement. Et puis il y a des réseaux sociaux qui font mal, qui donnent des souvenirs tous les jours, là où vous étiez il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et ce sont souvent des souvenirs d'aéroport. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours une approche un peu émotive, puisque mon premier stage était chez Airbus à Toulouse il y a quelques 30 ans. Et donc, j'essaie de voyager le plus possible avec des Airbus. Ça, c'est aussi, on a le choix aussi, on peut regarder. Ça. Il y aura des terrasses ouvertes à l'aéroport? C'est à moi que j'ai pas entendu. Oui, Corinne, est-ce que tu as des terrasses à l'aéroport? Les terrasses, non, on n'en a pas. Pour l'instant, on va bientôt ouvrir notre nouvelle terrasse où on pourra voir les avions. L'inauguration est prévue au mois de juin, ça fait rare. Donc, la fameuse terrasse d'autrefois va renaître, toute belle et toute moderne. Donc, là, on se réjouit beaucoup. Mais ce ne sera pas celle d'un restaurant. Mais on a très peu de terrasses en fait. Nous, Genève Aéroport, on n'en a pas du tout dans l'accès qui va à la gare. Il y en a une, mais je ne suis pas sûre que ça vaille la peine que le restaurant ouvre cette terrasse-là. Je ne pense pas.
D'accord, merci beaucoup. Gérard Zilli avait une question. Je vais la lui laisser poser. Gérard, il faut aussi ouvrir le micro, sinon ça ne marche pas. Oui, volontiers. Bonjour Madame la Présidente, bonjour à tous. Pour compléter ce que veut dire Fabien, moi, au point de vue business, je ne ressens pas tellement le problème de la baisse des vols parce que pratiquement 80% du business de la formation et du conseil a viré du présentiel vers distanciel. Donc, on a dû s'adapter. Mais le fait de ne pas pouvoir voyager aujourd'hui, ce n'est pas un très gros handicap au point de vue professionnel. Ça l'est au niveau personnel, mais ça, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Ma question pour Madame Moina, c'était il y a quelques années, il y avait un projet grandiose d'extension de l'aéroport au-dessus de l'autoroute, dont on nous avait parlé dans moult conférences. Je voudrais savoir si, au temps de votre règne, ce projet est toujours d'actualité et si éventuellement il sera remis un jour sur pied. Est-ce qu'il est toujours dans les cartons pour un horizon quelconque dans le temps? Alors oui, je peux vous répondre. Alors ce projet a été abandonné, on ne passera plus par-dessus l'autoroute. On a un autre projet qui s'appelle CAP 2030 qui rénove, qui prévoit de faire un terminal totalement neuf, mais qui a abandonné. Et moi, je m'en réjouis. Pour avoir géré des centres commerciaux, je trouvais que faire un centre commercial supplémentaire à Genève n'était vraiment pas une bonne idée. Donc, le centre commercial et l'hôtel sont abandonnés et on va se concentrer à faire un nouveau terminal et qui s'appelle CAP 2030 maintenant avec la pandémie. Je ne sais pas si on pourra tenir le calendrier de 2030, ça m'étonne. Mais en tout cas, il est pas seulement dans les cartons, il est en étude en ce moment. Merci beaucoup. Merci. L'heure passe terriblement, terriblement vite. Je vois un retardataire qui vient d'arriver. Il s'agit de Claude Aiguy. Mais comme je pense qu'il voulait juste te faire un coucou, chère Corinne. Merci, c'est gentil. Voilà. Écoute, peut-être un dernier mot de conclusion. Je peux, Enza? Qui est-ce? Eric. Qui est-ce? Eric Orcel. Ah, tu as retrouvé la parole, c'est bon. Oui, c'est gentil de m'avoir passé la parole tout à l'heure. En matière de transfrontalier, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire parce que finalement, comme les Français sont la plupart du temps confinés, le problème est le même. Non, je voudrais simplement évoquer un vieux souvenir du temps des caravelles, effectivement, où les avions arrivant à Genève ne pouvaient pas atterrir parce qu'il y avait du brouillard. On les détournait sur d'autres aéroports, parfois jusqu'à Bruxelles. J'ai connu mon père un jour débarquer à Genève en caravelle, atterrir sur la neige carbonique. Donc les choses ont passablement changé en quelques années. Tout est aujourd'hui bien au point et je me réjouis en tant que retraité de faire comme quand j'étais enfant, d'aller sur la terrasse, non plus voir des super constellations, mais voir des tas d'avions fonctionner, refonctionner et pourquoi pas voir des avions solaires, etc. Donc, vivement cette terrasse ensoleillée et surtout permettant de voir une activité de l'aéroport très florissante. Merci de votre exposé, madame. Merci beaucoup, monsieur. Alors moi, j'aimerais dire en conclusion que oui, j'espère beaucoup la reprise. Je pense qu'une prise de conscience aussi de chaque personne pour ne plus aller prendre l'avion pour aller à Barcelone faire la fête ou juste aller faire les courses est nécessaire. Mais je pense que les mentalités changent. Il faut beaucoup de temps pour que les mentalités changent. Mais il faut dire aussi et surtout que l'aéroport est un instrument professionnel, un outil professionnel pour une quantité de gens et que c'est l'outil de notre économie et qu'on ne peut pas se passer de la Genève internationale et de tout ce que ça implique. Donc, je vous invite à prêcher la bonne parole pour l'aéroport tout en étant bien conscient que les mentalités doivent changer et qu'on doit faire davantage attention. Et puis, j'ai vraiment bon espoir, moi, que les avions soient moins polluants et moins bruyants dans un avenir relativement proche. Madame la Présidente, chère Corinne, merci mille fois
Merci d'ouvrir vos micros cette fois pour vraiment une innovation pour Madame la Présidente Corinne Mollin. Merci beaucoup, Oui. Merci de m'avoir accueilli et puis merci pour vos questions. Et puis alors, si vous en avez d'autres, on a un site, on est sur Facebook et vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. On y répond toujours très volontiers. Et je vous invite à suivre les activités de l'aéroport et le développement de l'aéroport. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Merci 1000 fois. On peut arrêter l'enregistrement maintenant.